La galerie a été installée il y a une trentaine d'années, en 1991. J'ai débuté dans un tout petit espace et après quelques mois, est arrivé Ondine dans cet espace. Et donc c'est un peu là qu'est née, si vous voulez, la galerie, qui avait à l'époque une spécialité plutôt axée sur les armes anciennes, européennes, asiatiques. C'était des choses que je trouvais à l'époque. Moi je débutais et j'avais vraiment aucune connaissance dans le milieu des antiquités. Je suivais quelqu'un qui était un peu un mentor pendant quelques années. Et puis ce mentor qui s'appelait Michel Koenig, qui est décédé, a été rapidement remplacé par Ondine, qui a un parcours totalement différent, puisque elle est tombée dans la marmite quand elle était petite, elle est née dedans, et donc elle a un bagage beaucoup plus étoffé que le mien. Et c'est ce qui a rendu, je crois, notre aventure intéressante, parce qu'elle a un apport vraiment très important sur le regard de la galerie et l'extension de notre sélection. On le fait ensemble. Alors Patrick, des fois, il voyage plus souvent que moi à certaines occasions. Mais si on va par exemple dans un salon pour visiter ce salon et y trouver des objets, des antiquités, souvent on fait effectivement un tour chacun de son côté et puis on se rejoint et on se dit tiens, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu. Et en général, on retombe sur les mêmes objets qu'on a appréciés tous les deux. Et donc on se dit, cet objet-là, il faut l'acheter. Ça va même plus loin. Parfois, Ondine peut être loin. C'est-à-dire que je vais faire un salon seul à San Francisco ou à Londres. D'abord, elle va m'aider pour la scénographie à distance. Les moyens techniques d'aujourd'hui nous le permettent. Donc, moi, je suis en train de bouger les socles et elle me dira mais cet objet-là plutôt à gauche, plutôt à droite. Et là, cette capacité que moi, je n'ai pas. Donc, ça, c'est un atout extraordinaire, c'est de dire change ces pièces, mais ça à droite, ça ira beaucoup mieux. Je lui dis ok, je vais t'appeler dans 5 minutes, je le fais et ça fonctionne super bien. Et donc, même à distance, elle peut solutionner une difficulté dans un montage de salon. Ou alors, notre métier quand même est fort axé sur les émotions que l'on ressent en voyant les objets. Et quand vous êtes de l'autre côté de la Terre, vous avez fait un long voyage, vous pouvez être fatigué, et vous devez parfois prendre une décision très rapidement. Alors là, c'est un atout aussi de pouvoir envoyer une photo immédiatement sur Bruxelles et si le décalage le permet, avoir un plus, c'est-à-dire un pouce vers le haut en disant mais oui, il faut le faire, c'est cher, mais la pièce est extraordinaire. Ou l'inverse, dire non, on le fait pas, c'est pas bon, c'est compliqué. Pour moi, c'était une période extraordinaire, j'ai envie de dire. Difficile, bien sûr, mais extraordinaire. Et l'être humain a, je crois, cette capacité de ne garder que le positif. Ça prend parfois du temps à effacer. Quand on a une blessure, quand on a un accident, au bout de quelques années, on a une opération au genou, on ne sait plus de quoi on était opéré. On sait qu'on est opéré du genou, mais on ne sait plus la douleur. Et moi, je retiendrai le positif, et le positif, c'est l'aventure familiale, c'est ce moment extraordinaire partagé avec notre fils qui a bientôt 10 ans. Et ça, pour moi, c'est inoubliable. C'était un moment magique et qui a vraiment, je crois, créé quelque chose en nous et en lui. Donc ça, pour ça, c'est parfait. Oui, non, je pensais au niveau de la galerie aussi, puisque c'est quand même le sujet. C'est que, évidemment, c'était difficile parce qu'on est habitué à voyager, à rencontrer d'autres personnes, à faire des salons, etc. Donc c'était difficile de ne pas pouvoir le faire. Mais par contre, on a des clients qui nous suivent, qui suivent ce qu'on fait en général, donc qui étaient demandeurs, qui disaient parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans des salons. Donc soit ils nous suivaient sur Instagram, soit sur notre site. Et puis, un tel aime bien l'art d'Océanie, donc on envoyait ce qu'on avait trouvé via d'autres réseaux pendant ce confinement. Et voilà, et donc il y a aussi une forte demande quand même à ce niveau-là, des gens qui ont l'habitude de nous suivre. Et trouver de nouvelles voies, comme tu le dis très bien, pour pouvoir communiquer et garder ce contact qui est primordial. Nous, c'est vraiment l'essentiel, c'est le contact avec la personne qui va emporter la pièce qui est derrière nous.
c'est fondamental. Mais je crois que c'est très important parce que chaque objet a une histoire et effectivement, être à l'écoute de la personne qui souhaite avoir une œuvre d'art chez lui, c'est important d'avoir ce contact avec les gens, avec le collectionneur. On suit plutôt à notre expérience et puis ce sera vendu plus tard, soit à un client, soit sur une fois, soit à un nouveau client, parce que c'est aussi... On dit souvent qu'on est collectionneur marchand, c'est-à-dire qu'on achète pour nous et que les objets peuvent rester dans la galerie ou à la maison. Souvent, ça passe d'abord à la maison pour vivre, pour un peu comprendre l'objet, dialoguer. Ça paraît bizarre, mais il y a un vrai dialogue qui se passe avec les objets. Donc, il y a tout ce temps qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender les objets. Donc ça, c'est important pour nous. Et on sélectionne les objets en disant on peut le garder un jour, un mois, un an, 10 ans. C'est pas grave. Ça me rappelle une anecdote. On avait fait une collection d'un collectionneur aux États-Unis, new-yorkais. Et puis malheureusement, ce monsieur est décédé. Sa famille n'était pas intéressée de reprendre cette collection. Et sa famille l'a vendue dans une salle de vente. Et là, c'était assez amusant parce qu'à nouveau, on a fait le tour de chacun. Et finalement, on a racheté nos propres objets. Donc, on a racheté les objets qu'on lui avait vendus. Donc, pour moi, ça veut vraiment... personnellement, je trouve que quand on a ce feeling, on se dit, on ne s'est pas trompé. On rachète vraiment ce qu'on a aimé. Ouais, nous, c'est très instinctif, c'est-à-dire qu'on est sur cette ligne de collectionneur marchand et donc on présente dans un contexte agréable et dans la galerie qu'on occupe depuis ici, bientôt 10 ans ici, des objets en montrant que ça peut rentrer dans un quotidien, tout comme un tableau. Il n'y a pas de raison. Là, vous êtes dans une exposition Fashion Week avec des vêtements qui sont suspendus au plafond. Eh bien, ça peut très bien fonctionner dans un intérieur. C'est ce qu'on essaie de démontrer. On ne suit pas de ligne particulière par rapport justement à des modes, à des recherches que feraient certaines personnes. On suit notre instinct à nous et puis on essaie de découvrir de nouveaux horizons en participant principalement à des salons internationaux. Le marché en Belgique, on estime qu'avec la galerie ici, on connaît déjà beaucoup de gens. Pas tous, mais on privilégie des salons internationaux pour essayer de rencontrer, de voir de nouveaux horizons. On privilégie alors au niveau des salons vraiment généraux, c'est-à-dire où on retrouve toutes les spécialités. On aime bien être confronté à de l'archéologie, à de l'art moderne, à de la verrerie. Au salon de New York en 2020, le dernier salon auquel on a participé, on avait un spécialiste, un des grands spécialistes des maps-mondes et des cartes en face de nous. C'est complètement différent, mais par contre, on voyage et lui voyage aussi, donc on s'est raconté plein de choses et finalement on s'est retrouvé sur beaucoup de sujets. C'était vraiment intéressant comme rencontre. Donc ça arrive dans des salons comme cela. Quand vous faites une foire spécialisée sur l'art non-européen, eh bien on reste dans un groupe de personnes, dans un groupe de collectionneurs, de marchands, d'antiquaires spécialisés qui sont souvent les mêmes. Nous, on aime bien l'aventure et on recherche un peu les nouveaux visages. Voilà. Et puis nos objets s'intègrent aussi bien avec l'art contemporain, donc il n'y a pas de limite finalement. Mon regretté ami Joe Giorena, qui était à New York, disait qu'il était spécialisé en art terrestre. Voilà. On peut trouver ça un continent. Alors, bien sûr, l'Océanie, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Japon sont les mieux représentés, mais on aime y placer un objet d'Amérique du Nord assez souvent, et parfois, pourquoi pas, un objet européen. Si ça dialogue, si ça fonctionne, si le rame,
Je dis souvent que les objets que nous sélectionnons, malgré leur provenance, leurs origines très éloignées, eh bien, ils partagent la même âme et c'est ce qui permet de les mettre ensemble. Voilà. Donc, s'il y a un objet européen qui est perdu dans les objets océaniens, mais que ça fonctionne, on va le faire. C'est un peu un challenge qu'on se met sur des salons, c'est de pouvoir mixer 5 continents. Alors, il y a des proportions différentes, mais je trouve que c'est un exercice très intéressant. Je ferais plus, parce que moi je vois les choses dans leur globalité, etc. Donc je visualise très facilement effectivement un objet, que ce soit dans un intérieur, que ce soit chez effectivement une personne. On a eu à Londres une dame comme ça, qui était une dame italienne, qui aimait beaucoup tout ce qu'on faisait, etc. Et qui a acheté un objet, puis un autre, et puis on a été chez elle placer ces objets, etc. Et donc elle a dit, ben voilà, tel endroit, il me faudrait ça et ça. Et donc ça, c'était aussi un plaisir, parce que là, à ce moment-là, ben, on voit ce qu'elle aime, et elle ne connaissait pas ce qu'on faisait, donc c'était un partage aussi et une nouveauté pour elle avec nos objets. L'esthétique est très très importante dans notre sélection, l'authenticité bien entendu, et la qualité esthétique sont primordiales, donc on peut avoir un objet rare, mais s'il n'est pas beau, on va hésiter à l'acheter, si on ne le trouve pas beau. Après c'est très subjectif, mais je pense que l'esthétique et la sélection assez rigoureuse que l'on fait, c'est un peu notre réputation, en tout cas une des raisons pour lesquelles nous sommes connus. Et ça, il faut garder cette ligne. Voilà, on a eu la chance d'avoir assez tôt un objet extraordinaire qui vient de l'île de Pâques, qui est un tout petit caillou qui est perdu dans le Pacifique, entre le Chili et la Nouvelle-Zélande. C'est une des terres les plus reculées au monde. C'est 5 heures de vol du Chili, et ça c'est la plus proche. Donc vous voyez, ça donne une idée. C'est une île qui est grande comme Paris, intra-périphérique, et sur laquelle il y a eu une création artistique absolument extraordinaire, et qui est à placer pour moi dans un hit parade de ce qui a été fait de plus beau au monde. On a eu cet objet, c'est un objet iconique, c'est un rêve pour une galerie spécialisée en art océan de pouvoir posséder un objet de ce style. Quel objet vous parlez? Île de Pâques, c'est un objet, donc c'est une pagaie de l'île de Pâques. On dit pagaie parce qu'on ne sait pas très bien, on voit des images de danse, il est possible que ça soit utilisé dans une danse, ça pourrait être un trophée lors d'une compétition. Il y a le côté mystérieux des objets qu'on aime beaucoup, et ils ne racontent pas tous leur histoire. Et donc c'est ce qui donne la possibilité à l'imaginaire de travailler. Ça nous a donné, nous, envie d'aller sur l'île de Pâques et d'y passer un moment, et de comprendre et de voir, et vraiment in situ, et se dire, cet objet vient d'ici. Les dieux que l'on connaît tous, les grandes statues que l'on peut voir au musée cinquantenaire ou au British et au Louvre, eh bien, c'est absolument extraordinaire. Et se retrouver là, moi, c'est une expérience unique. Donc, alors, c'est pas shopping, je crois qu'on est amoureux tous les deux de la nature, on adore se balader. Il y a des balades fantastiques dans les bois tout près de chez nous, je pense aux enfants noyés, je pense au bois, et on peut très rapidement être seul dans un espace vraiment étonnant. Et ça, c'est très ressourçant. En shopping, je pense qu'on aura plus d'adresses que moi. En gastronomie, oui, on connaît les adresses que beaucoup de gens connaissent. On a un petit coup de cœur peut-être pour le restaurant Barge, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, du côté du boulevard de Dixmude, dans le bas de la ville. C'est 2 jeunes qui ont eu des parcours dans des grandes maisons étoilées, qui ont lancé leur aventure à eux, qui travaillent superbement. Et on aime beaucoup. Moi, j'aime bien flâner dans les librairies aussi. Il y a Tropisme qui est dans la galerie du Roi et de la Reine, c'est un merveilleux endroit. Puis il y a une autre galerie qui est un peu moins connue et qui est la galerie. Oh, je sais là. Bortier, voilà, Bortier. La galerie. Voilà, parfait. Donc sur les galeries Bortier qui ont un petit air aussi de galerie du Roi et de la Reine, qui ont été faites à la même époque.
et là qui regroupe surtout des antiquaires qui font les gravures, des choses comme ça. Mais le lieu est très beau en soi, et moins que les galeries du Roi et de la Reine. On a beaucoup d'amitié avec Charles Thézin qui a ouvert un lieu il n'y a pas longtemps, quelques temps, dans le bas de la ville, et qui est la personne qui a refait avec nous le design de la galerie. Donc c'est quelqu'un avec lequel on a quelques contacts, pas mal de contacts, et il a ouvert cet espace tout à fait surréaliste qu'on trouve intéressant. Voilà.